Bienvenue pour cette quatrième édition du Rendez-vous Pro, donc un nouveau format qui remplace finalement les réunions d'information classiques animées par le Pôle Info Senior du Rance-Alpille. Puisque on propose désormais donc un temps restreint sur 1 heure maximum en visioconférence, de façon à ce que la majorité d'entre nous puissent se connecter et autour d'une seule thématique avec un intervenant, donc pour vraiment décortiquer de A à Z un dispositif donné sur le territoire et que vous puissiez aussi poser les questions. Donc on vous invitera du coup à poser vos questions au fur et à mesure de la présentation par le biais du chat. On prendra à chaque fois un temps, une fois que vous posez vos questions, pour interagir. À la fin de ce temps, je vous proposerai aussi de vous connecter sur un WooClap, donc un outil interactif, pour que vous puissiez derrière voilà, donner votre satisfaction. Donc, on va diffuser un questionnaire de satisfaction en fin de cette présentation. Madame Nigonnet, je vais peut-être vous laisser prendre la main sur le partage, parce que je crois qu'il y a une petite erreur de partage, une personne qui partage. Oui. Madame Clamour. Voilà, du coup, je vous laisse prendre la main peut-être pour déjà montrer votre page de garde du support. J'excuse bien sûr Monsieur Morias, Paul, qui vous a envoyé le lien tout à l'heure, qui est censé être en congé, hein. Donc, il a envoyé ça encore aujourd'hui, mais que je remplace en tout cas pour animer ce temps-là. Et donc, on remercie très chaleureusement Madame Ligonnet qui a accepté de présenter donc, le dispositif Oscar de la CARSAT. Et je vous laisse la main du coup. Très bien. Merci Barbara. Merci. Bonjour à tous et toutes. Donc voilà, je suis Sandrine Ligonnet, je suis la responsable du département parcours et offre de services de la CARSAT Sud-Est. Et à ce titre, donc, je vais vous présenter effectivement le dispositif Oscar. Donc le dispositif, il est sur différents pendants. Il y a une aide pérenne qui s'appelle l'Oscar, et puis on a aussi des aides temporaires qui sont l'ADH et l'ASIR. Et donc pendant 1 heure, on va passer ensemble, on va décortiquer un petit peu ces dispositifs. Donc n'hésitez pas à me solliciter par des questions, comme l'a dit Barbara, pour que je puisse y répondre directement au fur et à mesure de ma présentation. Alors, j'ai juste besoin. Alors, pour vous rappeler que l'assurance retraite a plusieurs missions à son actif et qui rentre du coup et qui explique pourquoi on met en place après un dispositif d'aide individuelle ou domicile, c'est que dans un premier temps, on a pour mission d'informer et de conseiller pour bien vivre sa retraite. C'est quoi? C'est donner le plus d'informations possible. Donc, c'est par des brochures, par de l'information dans notre temps, enfin, dans des journaux, de vraiment bien communiquer sur le fait que la personne âgée est acteur, actrice de son bien vieillir. Et à ce titre, c'est elle qui doit donc prendre en charge et est responsable de toutes ces actions pour justement mener une vie la plus autonome possible, le plus longtemps possible à son domicile. La deuxième mission de de l'action sociale de l'assurance retraite, c'est participer à des programmes de partenariat d'action collective de prévention. Ça, ce sont en fait en lien avec les autres caisses de retraite. Ça permet en fait de cofinancer des ateliers collectifs qui sont gratuits pour toutes les personnes âgées, quelles qu'elles soient au niveau de leur retraite, leur caisse de retraite. Et ça leur permet effectivement de prendre connaissance de toutes les activités qui sont autour de leur domicile. Donc, je vous donnerai un site internet sur lequel les personnes âgées peuvent se connecter, s'inscrire et qu'elles puissent découvrir en fait toutes les activités qui sont autour de leur domicile à un nombre de kilomètres défini en fonction de leur capacité à pouvoir se déplacer toutes seules. Et ça leur permet effectivement de pouvoir passer du temps en fait avec d'autres personnes, donc créer du lien social, mais aussi de s'informer et de s'éduquer sur son bien vieillir. Et puis, la troisième mission, c'est bien sûr un accompagnement individuel lorsque, au bout d'un certain temps, les personnes
rencontrent des difficultés, pour autant qu'ils restent autonomes, mais rencontrent des difficultés dans leur quotidien, alors rentre en jeu l'OSCAR. Donc bien sûr, la prévention du bien vieillir, c'est notre faire-valoir sur toutes nos missions. Pendant très longtemps, en fait, on était beaucoup sur une aide qui était vraiment orientée vers les personnes qui étaient les plus fragiles, avec tout un tas de thématiques de fragilité que vous voyez ici, hein, que ce soit les conditions de vie, les ressources, l'état de santé, l'âge. Et pendant très longtemps, on s'est acclimaté à aider les personnes au domicile. Aujourd'hui, on est plus dans une démarche de prévention, c'est-à-dire qu'on va essayer d'aider les personnes qui viennent tout juste de rentrer dans le cycle de la retraite. Donc, c'est des tout jeunes retraités ou qui vont juste passer à la retraite dans peu de temps, pour leur permettre vraiment comme je vous expliquais sur notre première mission, de leur faire prendre conscience qu'ils doivent vraiment prendre en charge leur bien vivre et du coup mettre le plus de chances de leur côté le plus tôt possible. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on aide des personnes qui ont un profil de à peu près 82-83 ans. Ce sont des femmes veuves. Et donc, elles sont déjà entrées dans l'âge et avec déjà des difficultés qui sont présentes et des fragilités qui sont présentes pour les accompagner, pour les aider à les accompagner. Notre OSCAR, il répond à 3 objectifs. Donc, c'est prévenir, hein, avec le terme de prévention prend tout son sens. C'est aussi accompagner avec une diversité des prestations. Avant, on était simplement beaucoup sur des heures d'accompagnement, hein, une intervenante à domicile qui venait faire le ménage ou la cuisine. Aujourd'hui, on est vraiment sur une diversité des prestations parce qu'on sait, et notamment, ça a été révélé hein, par des études, qu'une personne âgée, pour qu'elle reste le plus longtemps possible à son domicile, il faut la faire sortir de chez elle. Et donc, on s'est vraiment orienté sur des prestations qui sont en lien avec le lien social pour vraiment permettre à la personne de pouvoir vivre dans de meilleures conditions, mais surtout dans un chaînage social. Le troisième objectif, c'est coordonner. C'est aussi aider du coup la personne âgée à pouvoir mettre en place les différentes aides et prestations dont elle a besoin auprès de différents partenaires. Et donc, c'est de mettre en place un coordinateur qui va justement l'aider à gérer un petit peu dès lors qu'il y a plusieurs prestations dans son OSCAR. Les conditions de recevabilité pour obtenir un OSCAR, donc il faut être âgé d'au moins 55 ans. Ça veut dire que la personne parce qu'à partir de 55 ans, une personne peut être veuve et obtenir une pension de reversion. Donc, on va considérer qu'elle est retraitée dès lors qu'elle a 55 ans et qu'elle a une pension de reversion. Il faut qu'elle réside bien sûr en région PACA-Corse, qu'elle ait une pension de retraite à titre principal, soit au régime général, soit en tant qu'anciennement travailleur indépendant, ou soit fonctionnaire d'État. Donc là, on parle des ouvriers d'État, on ne parle pas des militaires. Et en fait, c'est parce que la CARSAT a une dotation particulière pour mettre en place de l'accompagnement auprès de ce public. Donc, les travailleurs indépendants, c'est parce que le RSI a été absorbé par la CARSAT il y a déjà 5 ans de cela. Et donc, voilà. Donc, ça, c'est les profils de personnes retraitées qui peuvent être aidées par la CARSAT. Et les autres, dès lors qu'on reçoit des dossiers qui ne correspondent pas à des personnes qui peuvent rentrer dans notre champ de compétences, on les oriente vers les caisses de retraite dont ils dépendent à titre majoritaire. Donc, alors après, il y a plusieurs cas de figure, mais en tout cas, grosso modo, il faut avoir une carrière la plus longue possible dans l'une des caisses de retraite. Et c'est cette caisse de retraite qui va du coup, c'est ce qui va déterminer la compétence de l'action sociale pour ces personnes. Bien sûr, il ne faut pas bénéficier ou être éligible à une aide légale comme l'APA, la PSD, la CTP, la PCH ou la MTP. Pourquoi? Parce qu'en fait, la CARSAT, on délivre une prestation extra-légale et on passera toujours en second plan par rapport à une aide légale. L'aide légale, c'est déterminé par la loi et ça prévaut sur notre aide qui peut à tout moment
peut être arrêté en fonction des desiderata du gouvernement. Et il faut bien sûr être GIR 5, GIR 6, c'est-à-dire autonome dans les actes de la vie courante. Alors, le dispositif OSCAR, comment il se détermine? En fait, il y a, on va dire, deux grandes familles d'aide. Il y a d'abord, alors je vais commencer par celui de droite, il y a d'abord les heures d'accompagnement et de prévention qui s'apparentent à ce que fait en fait, globalement une intervenante à domicile. Donc, c'est ce qui s'attrait à l'entretien du linge et du logement, l'aide aux déplacements pédestres de proximité. Donc, c'est les déplacements pour aller avec avec la personne âgée, bras dessus, bras dessous, faire les courses ou dans des commerces de proximité. C'est l'aide à la préparation des repas et l'accompagnement à la toilette. Ces heures d'accompagnement, ils sont alloués par rapport à un score de fragilité qui est déterminé par le score Fragir. Lors de l'évaluation à domicile, l'évaluateur va pouvoir passer tout un tas de questions, faire passer tout un tas de questions à l'assuré et connaître un petit peu son ressenti et son degré de fragilité. Et en fonction de ce degré, il y aura un nombre d'heures allouées qui pourra aller de 40 à 80 heures par an pour des heures d'accompagnement et de prévention à domicile. La deuxième famille de prestations, elle s'apparente au forfait de prévention. Donc là, c'est tout ce que ne fait pas l'aide à domicile. Et donc, c'est tout ce qui est en lien notamment avec le lien social, mais pas que. C'est notamment les aides techniques, la téléassistance, les gros travaux d'entretien, les petits travaux. L'aide à la mobilité, alors là, on parle de déplacement accompagné, donc véhiculé. C'est là où la personne peut se faire emmener avec sa voiture ou la voiture de l'intervenante à domicile pour qu'elle puisse aller lui faire des courses dans un environnement un peu plus lointain que si elle le faisait à pied. Donc, c'est la seule prestation qui, normalement, est rattachée à l'intervenante à domicile, mais qui rentre dans le forfait de prévention. Il y a aussi tout ce qui est en lien avec l'accompagnement informatique, les repas en structure, le mieux-être, le soutien psychologique et les conseils en prévention et en gestion. Donc, c'est tout ce qui est gestion administrative, le soutien, le mieux-être, c'est la pédicurie. On propose à une personne de pouvoir bénéficier de financement pour pouvoir, du coup, s'occuper de ses pieds. On sait que ça peut être problématique si une personne n'arrive plus forcément à prendre soin de ses pieds. Ça voudrait, elle va marcher difficilement. Elle aura des problématiques qui vont se créer. Et puis, elle voudra plus marcher, donc elle finira par rester assise. Enfin, elle s'isolera. Enfin, voilà, c'est toute une spirale qui, pour éviter ça, on a mis en place effectivement la pédicurie, mais pas que. C'est aussi le coiffeur à domicile ou l'esthéticienne à domicile. Et puis, en dernier lieu, il y a les livraisons de courses et le portage de repas. Le forfait de prévention, il a cette particularité d'être non soumis à reste à charge. Donc, c'est un plafond maximal de 500 € qui est alloué pour une année en fonction, avec toutes ces prestations proposées et qui permet à la personne, du coup, de bénéficier d'une sorte de trésorerie dès lors que l'évaluateur va déterminer qu'il y a un besoin à couvrir sur une de ces thématiques. On va, nous, la CARSAT, financer, lancer l'argent directement auprès des bénéficiaires, sauf si c'est relayé par un prestataire qui est conventionné. À ce moment-là, on lui donnera une ligne budgétaire pour qu'il puisse chaque mois, lui, facturer les prestations qu'il aura faites. Mais si c'est payé aux bénéficiaires, c'est directement payé dès la notification de l'OSCAR. À la différence des heures d'accompagnement, qui, elles, sont plafonnées à un nombre d'heures, donc 80 heures maximales, et où il y a un reste à charge qui est déterminé en fonction du temps des ressources des personnes. L'orientation vers tes programmes de prévention, c'est ce que je vous disais tout à l'heure par rapport aux ateliers collectifs. En fait, on va quand même, dans tous les cas, informer la personne qu'elle peut en bénéficier et on va lui donner toutes les informations possibles. Et puis, il y a, comme je vous disais aussi tout à l'heure, l'attribution d'un forfait de coordination qui permet en fait de diversifier les plans d'aide, mais aussi d'accompagner et de suivre avec la personne âgée les préconisations qui ont été faites par l'évaluateur. Donc,
Le forfait de prévention, je vous le rappelle, mais je vous l'ai dit là déjà dans la slide précédente, il y a des objectifs, c'est vraiment d'être en lien avec le lien social. C'est une prise en charge à 100% dans un maximal de 500 € par an et par bénéficiaire. Et en fait, en fonction du versement, soit il est payé directement au bénéficiaire dès la notification de l'OSCAR, soit il est payé, il y a une ligne budgétaire qui est dédiée au prestataire qui va régulièrement aller sur ce qu'on appelle nous le PPAS, le portail partenaire action sociale, pour facturer ces interventions. Donc, à la différence des heures d'accompagnement qui sont relayées par rapport à, enfin, qui sont déclarées, en tout cas nommées par rapport à un taux de participation qui est déterminé par rapport au revenu brut global du dernier avis d'imposition. Alors, pour ces heures d'accompagnement, on privilégie les prestataires conventionnés parce qu'en fait, déjà, on les subventionne pour aider les intervenants à domicile en les formant sur des actes pour éviter les risques psychosociaux. Et puis, parce que on les forme aussi pour aider les personnes âgées à comment les soulever, comment les aider, les accompagner. Donc, il y a déjà un accompagnement qui est fait par rapport aux intervenants à domicile. Puis, on estime que laisser des heures d'accompagnement, la gestion des heures d'accompagnement à une personne âgée, quand bien même elle est autonome, c'est toujours un petit peu compliqué. Donc, autant passer par un prestataire conventionné qui, lui, va tout gérer. Et donc, c'est vrai qu'on a tendance à limiter un peu les CESU pour, en tout cas, ces heures d'accompagnement, sauf problématique de manque de personnel pour les SAD ou de zone blanche, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'intervenants conventionnés sur un certain secteur. Je me permets de vous couper, de revenir juste sur le forfait prévention. Je ne sais pas, Madame Aoudia, si vous voulez préciser votre question. Est-ce que c'est une question ou c'est une confirmation ou une demande de confirmation? Forfait esthéticienne ou autre, la CARSAT rembourse avec le plan Oscar. Madame Aoudia, c'est une question parce que, en fait, je ne l'ai jamais vu sur un plan d'aide. Vous parlez de bien-être, d'esthéticienne, est-ce que ça peut être mis sur un plan d'aide? Oui, mais uniquement de l'esthéticienne à domicile. C'est-à-dire que c'est pas un confort, on va dire, dans le sens où la personne, par exemple, pour la coiffure ou l'esthéticienne, c'est pas j'y vais tous les mois régulièrement. Là, c'est vraiment parce que la personne a besoin pour justement peut-être dans un premier temps, avant de pouvoir sortir de chez elle, elle a besoin de se retrouver dans son bien-être et dans son mieux-être. Et donc, du coup, on va participer à une séance ou deux d'esthétique. D'accord. Comme pour la coiffure, en fait. C'est une personne qui, enfin voilà, ça reste vraiment accessoire et c'est pas du confort. Je sais pas si oui, je comprends, oui. C'est une fois pour justement donner du bien-être à quelqu'un, par exemple, moralement qui n'est pas bien ou. C'est ça. Ou voilà, ou au niveau santé, pour lui redonner un peu de. Voilà, de baume au cœur et qu'elle se relance un petit peu plus dans la vie avec les autres ou voilà. Si en tout cas elle a cette barrière, en tout cas par rapport à son esthétique, on peut passer par cette prestation-là. D'accord, merci. De rien. Pour les programmes de prévention, du coup, ce que je vous disais tout à l'heure, les ateliers collectifs, alors vous pouvez les retrouver sur le site pourbienvieillir.fr. Donc là, vraiment inciter toutes les personnes, parce que ça vaut vraiment pour tout le monde, de s'inscrire et comme ça, ils peuvent bénéficier de toutes les informations utiles sur toutes les actions qui gravitent autour de leur domicile. Et puis, si elles ont un problème d'Internet, elles n'ont pas accès ou elles ne savent pas s'en servir, il y a aussi un numéro de téléphone qui a été créé. Vous avez une personne qui s'appelle Alice, et c'est un agent virtuel qui vous permet qui lui permet d'avoir les informations des différents ateliers qui existent autour de chez elle. Donc ça peut être assez novateur en tout cas par rapport à l'agent virtuel, mais en tout cas c'est quelque chose qui est vraiment à développer. N'hésitez pas à vous en saisir pour le transmettre vraiment à toutes les personnes que vous rencontrez parce que les ateliers collectifs, voilà, c'est vraiment gratuit.
c'est accessible, c'est proche de chez eux et puis ça permet vraiment de faire du lien et souvent les gens se connaissent, donc ça crée encore plus de liens. Voilà, c'est intéressant, tant sur le fond que sur la forme. Le forfait de coordination, alors j'irai pas plus loin, c'est la plupart du temps, en fait, c'est un SAD qui intervient déjà sur les heures d'accompagnement, qui est déjà, donc, du coup, dans le cadre d'un Oscar auprès d'un bénéficiaire, qui va, du coup, assurer cette mission. Alors, on les a conventionnés, hein, quand l'Oscar est arrivé en 2020-2022 au sein de la CARSAT, on a reconventionné tous nos SAD et tous nos évaluateurs pour leur expliquer ce qu'était maintenant l'Oscar par rapport aux anciens PAP et aussi par rapport au forfait de coordination. Donc, c'est de façon volontaire que les SAD se sont intégrés, ont intégré cette notion de coordination. Donc, tous ne sont pas coordinateurs. On a 2 structures évaluatrices avec qui on est aussi conventionnés pour de la coordination, mais la plupart du temps, c'est des SAD qui, du coup, gèrent s'il y a d'autres prestations où ils n'interviennent pas dans le cadre d'un plan d'aide, ils viennent en aide à la personne âgée pour gérer, pour voir si tout a été mis en place, s'il n'y a pas de difficulté ou s'il y a des choses à faire ou de revoir avec l'évaluateur. L'aide habitat, alors j'en ferai juste une aparté, hein, parce que comme vous le savez, depuis le 1er janvier 2024, c'est l'ANA qui a repris toutes les aides qui étaient proposées par les caisses de retraite. Et donc, à ce jour, on n'a plus de financement pour permettre d'orienter ou en tout cas d'accompagner une personne de façon financière sur une demande habitat. Par contre, nos évaluateurs, lorsqu'ils vont au domicile, font de toute façon un état des lieux des besoins et notamment aussi sur le domicile, donc en plus des aides individuelles, et ce qui leur permet aussi de saisir cette information sur notre outil d'évaluation pour qu'on puisse aussi avoir un œil sur les besoins qui sont dans tous les cas orientés vers l'ANA. Alors pour vous rappeler aussi, c'est que l'ANA ne prend pas en charge les financements de travaux pour les locataires du parc social et il faut que les personnes se rattachent directement à leur bailleur social pour avoir plus d'informations sur des éventuelles prises en charge de travaux. Alors, comment se passe l'attribution et la gestion d'un Oscar? En fait, avant, c'était beaucoup plus linéaire avec un plan d'aide, hein. Chacun avait une mission bien déterminée et restait un peu dans sa zone de travail. Aujourd'hui, on est vraiment dans on va dire une sphère circulaire où là, tout le monde travaille ensemble. On est vraiment tous centrés sur le retraité pour lui permettre de, répondre à toutes ces questions, répondre à ses besoins et essayer à ce que ça se passe le mieux possible. C'est-à-dire qu'il y a une notification qui est faite, il y a une évaluation qui est faite avec des préconisations et l'évaluateur qui va au domicile va pouvoir recenser tous les besoins et on va les mettre en place, on va les notifier auprès des SAD qui vont intervenir avec ou sans coordinateur. En fait, l'Oscar a été mis en place avec des outils interactifs et notamment, en plus sur notre portail partenaire Action sociale, ce portail avait pour objet, avant la mise en place de l'Oscar, d'être un simple portail de facturation. Donc, les SAD et les évaluateurs, lorsqu'ils faisaient une mission, ils étaient mandatés pour chaque bénéficiaire par la CARSAT, ils facturaient directement sur ce qu'on appelle le PEPAS. Aujourd'hui, le PEPAS, il a évolué. Et maintenant, il y a un tableau de bord, il y a un tableau de suivi, un tableau de gestion qui permet en fait à chacun des intervenants, que ce soit la caisse de retraite, l'évaluateur et les SAD, de pouvoir voir tout ce qui se passe par rapport au dossier du bénéficiaire. Alors, les nouveautés, c'est que du coup, les prestataires, on l'a vu sur toute l'évaluation qui a été faite par l'évaluateur. Donc, ça permet quand même une bonne coordination quand le coordinateur qui doit mettre en place un plan d'aide qui doit intervenir chez une personne, il peut prendre connaissance du contexte, de la situation, de la pathologie, des difficultés les conséquences de la pathologie sur le quotidien
Et du coup, de ce constat et de cette aide à la décision, ça va lui permettre de mettre telle ou telle intervenante et plutôt de planifier les interventions sur on va dire, un horaire peut-être défini parce qu'il y a des problématiques ou une situation particulière. C'est un exemple parmi d'autres, mais en tout cas, ça nous permet à tous, en fait, en temps réel, d'avoir une information tripartite sur la situation du bénéficiaire. On passe plus par des mails, on passe directement par ce tableau de suivi où on fait des alertes les uns et les autres auprès des uns et des autres pour juste nous informer ou nous demander de prendre en charge et de mettre une action en place pour aider le retraité par rapport à la difficulté qu'il rencontre à un moment donné. Donc ça, c'est vraiment un plus par rapport à ce qu'on mettait en place avec les PAP, parce que là, pour le coup, on a aussi des outils qui nous aident à recentrer en fait nos interventions et nos missions vers le retraité. J'ai une question pour revenir un petit peu en arrière, d'Ingrid Gouin du Pôle Info, concernant les travaux dont vous parliez par rapport aux locataires d'un bailleur social. Donc, si le bailleur social donne l'accord pour les travaux mais sans financement, est-ce que vous pouvez être sollicité dans cette situation? Non, on n'a plus du tout de financement. On n'a plus d'enveloppe. Par contre, il faut quand même. Alors, il y a peut-être il y a des conventions sûrement qui doivent être signées, donc, mais ça relève pas forcément de mon service, mais je peux me renseigner et je pourrais vous donner l'information lorsque je vous enverrai le power. Oui, volontiers. Ok. Le dossier d'aide à l'autonomie des personnes âgées. Alors, ce qui est important pour moi, et je vois qu'il y avait Isabelle Néry dans l'assistance, on a pas mal travaillé l'année dernière à passer auprès de tous les partenaires sur le département des Bouches-du-Rhône pour leur expliquer la nouveauté et l'impact de ce dossier d'aide à l'autonomie qui du coup a pris la relève de chaque imprimé, enfin de plusieurs imprimés qui étaient déjà dévolus dans les différentes caisses de retraite et les conseils départementaux, et qui a pris en fait naissance réellement, on va dire, au 1er juillet 2024, date à laquelle on l'a du coup intégré de façon obligatoire et unique auprès de tous les organismes que vous découvrez ici. Donc c'est autant la CARSAT, que ce soit avec le dossier Bien Vieillir, le dossier interministériel, la MSA avec son dossier MSA et le dossier APA par le conseil départemental. Donc tous ces dossiers sont devenus un dossier unique qui est maintenant le dossier d'aide à l'autonomie. Pour autant, et c'est important de le rappeler, il y a quand même certains imprimés qui demeurent. Alors côté CARSAT, on est sur les dossiers ASIR et ADH qui sont toujours d'actualité et le dossier secours. Et pour le côté le conseil départemental, le dossier aide sociale et le dossier APA en établissement aussi est un dossier ce sont des dossiers qui demeurent et qui ne relèvent pas du coup du dossier DA. Alors on était venu aussi vous voir, hein, je pense la plupart des partenaires qui êtes là aujourd'hui, c'était pour vous expliquer alors que comportait l'imprimé la demande. Donc elle est définie par notamment 4 questions qui sont posées auprès des bénéficiaires pour savoir leur degré d'autonomie. Dès lors qu'ils répondent à au moins 2 non, ils doivent orienter leur demande vers le conseil départemental. Et s'ils ont moins de 2 non, voire que des oui, ils l'orientent vers les caisses de retraite, que ce soit la MSA ou la CARSAT. Les questions, c'est bien sûr sur donc le degré d'autonomie, c'est par rapport aux actes de la vie courante. Est-ce que la personne peut le faire même peut le faire seule, même avec difficulté? Alors ça c'est une grosse problématique. Et aujourd'hui, avec un an à peu près, une petite année de recul par rapport à la mise en place de ce dossier, on se rend compte que les personnes, elles sont pratiquement toutes autonomes. Donc on a eu une augmentation significative du nombre de dossiers qu'on a reçu, nous, la CARSAT,
et parce qu'en fait, les personnes considèrent qu'elles peuvent faire seules, même avec difficulté. Donc, je pense que le libellé des questions sont pas performants euh, euh, pour vraiment éclairer et en tout cas donner la réalité de la situation. La grosse question qui se posait et qui se pose encore, c'est toutes les personnes qui ont des problématiques cognitives et qui du coup peuvent faire, mais si elles sont pas stimulées, elles ne peuvent pas faire. Donc, je me permets de le dire sous couvert d'Isabelle Néry, de dire qu'une personne, si elle ne peut pas faire toute seule parce qu'elle a des problèmes cognitifs, elle ne peut pas faire, quoi. Même si elle sait faire et qu'il faut la stimuler, elle ne peut pas faire toute seule. Donc, il faut dire non. Alors après, peut-être que tu veux rajouter quelque chose, Isabelle. Oui, j'ai levé la main là parce que justement, alors c'est, tu sais, Sandrine, le même constat qu'on fait au niveau de l'APA, en fait, on a une recrudescence de demande, en fait. Malgré les 4 coches, on a quand même beaucoup. Je pense qu'il y a aussi une augmentation du nombre de demandes d'APA. Ensuite, quand on a parfois des dossiers où il y a peut-être pas que 2 coches non, il est quand même orienté vers le service médical parce qu'il y a ce certificat médical qui est joint avec la demande et l'instructeur chez nous regarde quand même quelles sont les pathologies de la personne. Et en effet, parfois, on a, même si la personne peut faire seule au moins 2 fois ou 3, il devient quand même bénéficiaire de l'APA, quoi. Donc, malgré ces 4 coches, finalement, c'est pas si représentatif de l'état de la personne. Et je dis pas que nous, on passe à travers, mais à chaque fois qu'on a des demandes, on va les traiter, en fait. On va pas les renvoyer à la personne. On l'a fait au début. Finalement, c'était des ping-pong, les pauvres. Donc, c'était pas judicieux de faire ce système-là. Et sur toutes ces demandes, il y en a énormément et elles sont bénéficiaires de l'APA. Elles deviennent bénéficiaires de l'APA. Il y a beaucoup moins de rejets qu'avant, en fait, de notre côté. D'accord. Mais nous, on a aussi effectivement des gens qui nous disent qu'ils sont. Alors, nous, on fait la même chose, c'est-à-dire qu'on prend aussi. Alors, sur les autres départements, la CARSAT, elle est régionalisée, donc on travaille avec 7 départements. Lorsqu'effectivement les personnes ont mal coché, mal orienté, ont répondu aux questions et ont mal orienté leur dossier, on le prend quand même en charge parce que du coup, dans le cadre de la reconnaissance mutuelle des évaluations, on peut faire des échanges de données et d'évaluation et du coup de prise en charge. Mais effectivement, nous, la plupart des personnes qui disent qu'elles sont oui, 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 elles cochent les 4 oui, elles finissent en fait à passer à l'APA en fait au niveau lors de l'évaluation. Donc on se rend compte que ça détermine pas, mais en tout cas, dans tous les cas, nous on a vraiment une recrudescence importante. Je pense qu'on a gagné en visibilité, ce qui est plutôt intéressant par rapport à ce que les gens pouvaient connaître sûrement plus l'APA. Oui, Alice, j'ai transféré le mail, la personne que tu m'as. Bon, j'espère qu'il l'a bien reçu, mais Hop, je vais juste couper le micro. Je réagis. Effectivement, il y a Madame Clamour Céline qui réagit et qui dit d'accord avec vous, ça fausse l'orientation. Et on a juste une question, peut-être une main levée. Je vois Madame Elsenson Céline. Oui, bonjour. Bonjour. Effectivement, oui, c'est juste ça parce que nous, effectivement, des fois, on a un peu de mal parce que même avec difficulté, comme vous dites, Madame Néry, on a des gens qui, même avec difficulté, malheureusement, ont quand même besoin d'aide et des fois, on n'ose pas trop orienter le dossier quand même au département. Donc, on peut quand même, s'il y a des pathologies vraiment derrière qui sont appuyées, même s'ils arrivent seuls, vous envoyer, c'est quand même étudié. Bien sûr. Alors, autant au début, on appliquait stricto sensus le renvoi du dossier avec le courrier d'accompagnement, tout ça, en disant d'orienter vers votre caisse de retraite, on mettait voilà. Bon, finalement, après, on s'est rendu compte que on avait beaucoup de dossiers qui revenaient. Le deuxième constat qu'on fait, c'est, bon, justement, ce que je disais tout à l'heure, c'est que nos instructeurs regardent aussi, mais bon, ils le traitent, il n'y a pas de souci au niveau des demandes. Mais là où on fait un constat, c'est au niveau du service médical. Le service médical a constaté quand même parfois, voire même souvent,
une différence entre les 4 coches et le certificat médical qui est rempli par le médecin traitant. C'est-à-dire que quelqu'un, on va avoir des B et des C sur certaines choses, enfin c'est plus dans l'autre sens, hein, on va dire quelqu'un qui est très autonome par le médecin traitant. Et quand on regarde les 4 coches, limite la personne ne peut plus rien faire, on la mettrait en GIR 2 ou 1. Et quand on regarde le certificat médical du médecin traitant, on voit quelqu'un d'encore assez autonome. Donc, c'est là-dessus que le service médical travaille encore aujourd'hui pour savoir comment traiter ces dossiers où il y a vraiment une discordance entre les 4 coches et le certificat médical. Et c'est ça, parce qu'on a des gens qui sont de très très bonne foi et qui mettent, ben oui, avec difficulté j'arrive, mais qui ont un dossier médical important. Et j'en ai d'autres des fois qui me disent, mais si je coche non et vous envoyez-le quand même, mais on dit, si derrière ça ne suit pas, ça ne marche pas, quoi. Donc, ok, bon, quand il y a vraiment des choses qui sont circonstanciées, on se permettra alors de vous envoyer les demandes. Super. Voilà. Merci. De rien. Voilà, c'est tout. Merci. Merci Isabelle. Oui, donc effectivement, donc la problématique des questions est encore toute posée et je pense qu'il va y avoir encore des éléments peut-être de réponse rapidement, en tout cas je l'espère, par la CNSA qui reviendra sur peut-être sur la meilleure réécriture de ces 4 questions. Une dernière question, peut-être spécifique en plus au Pays d'Arles. S'il y a un refus à pas, le service fait-il l'orientation vers la caisse de retraite? Ah, j'ai fermé parce que je suis sur mon petit ordinateur. Alors, à chaque fois, je rouvre mon ordi portable pour être sur le grand écran. Là où il y a la RME, en général, on fait assez bien le lien entre les uns et les autres au niveau de la CARSAT. Alors, c'est vrai que c'est Corinne Tichit qui gère la RME dans le service. Mais oui, en effet, quand il y a des rejets, parce que c'est Madame Gentil qui gère ça dans notre service, fait le nécessaire pour transférer les dossiers par mail à la CARSAT ou à la MSA. Ouais, juste, je reprends la RME pour tout le monde. La RME, c'est la reconnaissance mutuelle des évaluations. On est un peu privilégié sur le Pays d'Arles puisqu'il y a cette convention qui existe entre le conseil départemental, la MSA et la CARSAT qui permet effectivement de reconnaître et de valider l'évaluation d'une caisse à l'autre. Si je ne dis pas de bêtises, ou peut-être Madame Ligonnet, si vous voulez compléter. En fait, c'est une reconnaissance des GIR. Déjà. Voilà, c'est la première étape avant la reconnaissance des évaluations. Donc, on ne va pas forcément au bout du bout. Alors, en tout cas, pas sur. Pas dans ce sens, oui. Pas dans ce sens-là, oui. Mais on est en bonne voie pour avancer. Pour tout vous dire, c'est que l'échéance, c'est quand même justement d'être sur la reconnaissance mutuelle des évaluations. Ce qui veut dire que quel que soit l'organisme qui ira au domicile faire une évaluation, dès lors qu'il va déterminer un GIR, que ce soit côté APA ou côté CARSAT, il pourra mettre en place un plan d'aide. C'est ce qui se fait déjà dans d'autres départements. Il pourra mettre en place un plan, en tout cas demander à notifier un plan d'aide ou CARSAT ou APA en fait, ou conseil départemental. Donc ça se fait déjà dans d'autres départements. Là, avec le CD13, on est sur une zone d'Arles déjà sectorisée et pour le coup, on est sur de la reconnaissance de GIR uniquement. Mais voilà, c'est une première phase avant l'avancée dans la reconnaissance des évaluations. Et une dernière question de Souhaite Nancy. Si la personne relève plutôt de l'aide sociale, y a-t-il une orientation vers le département? Alors, de quel côté? CARSAT aide sociale, c'est ça? Oui, pour les deux. Enfin, si c'est l'APA ou si c'est la CARSAT, si la personne relève de l'aide sociale plutôt. Non, il n'y a pas de lien. Chez nous, quand on reçoit un dossier APA et qu'il y a un rejet APA, on va pas, si la personne rentre dans les critères de l'aide sociale, on ne va pas faire une orientation vers le service de l'aide sociale parce que ce n'est pas le même formulaire, ce n'est pas les mêmes documents. Donc, en plus, il faut passer par le CCS ou la mairie de son domicile pour faire ses demandes d'aide sociale. Alors que nous, dès lors qu'on va déterminer, dès lors qu'on reçoit un dossier d'aide à l'autonomie, on va vérifier par rapport aux ressources et donc on va directement voir, en tout cas, on va chercher à vraiment savoir si la personne relève de l'aide sociale ou pas au niveau de ses ressources. Et si c'est le cas, dans tous les cas, il y aura une évaluation faite à domicile, non pas pour les heures d'accompagnement parce qu'on lui expliquera quand on fera la commande, on lui envoie un courrier automatique pour lui dire qu'elle relève de l'aide sociale pour des heures d'aide ménagère et donc il faut qu'elle se rapproche de son CCAS pour obtenir
de faire un dossier d'aide sociale. Mais par contre, elle peut bénéficier de tout ce qui est inclus dans le forfait de prévention. Donc, tout ce qui est portage de repas, téléassistance, pédicurie ou autre. Donc, ça relève d'un financement par la CARSAT. Donc, c'est dit en amont de l'évaluation et c'est redit pendant l'évaluation, puisque l'évaluateur, quand il va au domicile, il est informé du statut, en fait, en disant c'est une personne aide sociale. Voilà. Ok, merci. Juste pour vous rappeler que le certificat médical, comme l'a rappelé Isabelle, il est quand même fortement conseillé pour un dossier APA, mais il n'est pas du tout pour un dossier CARSAT, hein, puisqu'une personne, je vous le rappelle, elle est autonome quand elle fait une demande auprès de la CARSAT. Donc, le certificat médical, on n'en a vraiment pas besoin. Et d'ailleurs, on ne les transmet pas vers d'autres CD ou la CDC avec la Corse, si la personne relève éventuellement de l'APA, parce qu'on a pour instruction de ne pas numériser ce document à données sensibles et on le renvoie aux assurés pour qu'ils le gardent si il doit être orienté vers l'APA. Nous privilégions le téléservice. Si vous devez nous envoyer une demande d'aide, on ne les reçoit plus par mail. Il faut vraiment passer par le téléservice. Donc, c'est relativement simple. Ça permet en fait à la personne de saisir et donc de ne pas avoir forcément une erreur de lecture au niveau des dossiers, hein, parce qu'on sait que des personnes âgées, des fois, c'est un peu compliqué pour elles d'écrire. Donc, pour éviter des erreurs de numéro de téléphone, d'adresse. Là, au moins, on est au clair avec une demande en ligne parce que du coup, tout est dactylographie. Et vous avez aussi le suivi, en fait. C'est-à-dire que là, vous savez que vous l'avez envoyé et que nous, on l'a reçu dans la journée, le dossier. Même si on a un délai de traitement qui est l'équivalent de ce qu'on a actuellement, c'est à peu près, on a un peu plus d'un mois de délai. On a quand même de toute façon... on reçoit sur tous les dossiers via le téléservice. Je vous parlais tout à l'heure de l'Oscar. Aujourd'hui, là, maintenant, je vais vous parler de l'aide temporaire, que ce soit l'ASIR ou l'ADH. Alors, le dispositif ADH, c'est tout ce qui est sortie d'hospitalisation. C'est l'accompagnement à domicile après hospitalisation. Donc là, la nouveauté, c'est qu'avant, on n'était pas sur les services psychiatriques. Maintenant, une personne qui sort de service psychiatrique, il peut obtenir un ADH, un passage aux urgences, une intervention en ambulatoire et une HAD, donc une hospitalisation à domicile, dès lors que l'établissement est conventionné avec nous. Donc là, une personne qui relèverait de ces différents services, qui passerait par ces différents services dans le cadre d'un établissement non conventionné, pourrait bénéficier d'un ADH. Il faut bien sûr, c'est les mêmes conditions que pour un Oscar. Il faut que la personne relève du régime général à titre principal ou du régime de la fonction publique, avoir 55 ans et plus, ne pas bénéficier d'une autre aide légale, et résider en région PACA-Corse. La nouveauté par rapport à une ARDH, c'est que la demande, elle peut nous parvenir dans les 15 jours de la sortie d'hospitalisation. Avant, il fallait que ça nous arrive au mieux le jour de la sortie, voire on avait une tolérance de 2-3 jours. Aujourd'hui, c'est 15 jours. Ça permet à ce qu'une assistante sociale qui, en fait, gère toutes les sorties, elle n'est pas forcément là au moment où la personne va sortir, mais elle peut, dans les 15 jours du retour à domicile, faire une demande ADH pour une personne qui est sortie sans même qu'elle l'ait vue. Alors, le contenu de l'offre ADH, c'est les deux grandes familles que je vous expliquais, sur lesquelles je vous donnais les prestations sur un Oscar. Donc, au niveau du forfait de prévention, pour un Oscar, on est à 500 € pour l'année. Là, on est sur 3 mois à 300 € avec les différentes prestations qui sont énumérées dans le petit encart. Et pour des heures d'accompagnement, on est sur du 54 heures d'heures d'accompagnement et prévention. La nouveauté, c'est que du coup, dès lors qu'une personne a déjà un Oscar en cours, elle peut bénéficier, et si elle doit bénéficier d'un ADH, ça va venir se cumuler, c'est-à-dire qu'elle va bénéficier toujours des 500 € de forfait de prévention et vont se rajouter sur 3 mois 300 €. Et pareil, si elle a 80 heures d'heures d'accompagnement, elle pourra bénéficier sur 3 mois de 54 heures en plus. Donc tout ça, ça vient se cumuler, ce qui permet quand même d'avoir une certaine
un nombre important d'heures et puis un forfait aussi qui va aussi être alloué en fonction de prestations particulières. C'est-à-dire que pour un temps, peut-être que la personne, elle a déjà de la téléassistance, mais et qu'elle a besoin plus de portage de repas, et du coup, sur ces 3 mois, elle aura davantage, elle pourra bénéficier du coup de ces 2 prestations qui restent quand même des prestations quand même assez intéressantes pour les personnes âgées. Alors, juste pour vous dire que pour être sûr de bien suivre la sortie d'hospitalisation, il y a des appels téléphoniques qui sont passés dans les 8 jours au retour à domicile, qui permettent de savoir vraiment si la personne n'a pas eu de difficulté pour mettre en place les prestations. Et puis, 1 mois et demi à peu près après le premier appel, il y a un deuxième appel qui est fait pour envisager la suite si la personne n'est pas connue et n'a pas d'OSCAR en cours. Et de savoir si la personne, elle est plus orientée vers l'APA ou plus orientée vers un OSCAR. Le dispositif ASIR, alors l'ASIR, c'est l'allocation, enfin c'est l'aide aux situations de rupture. Donc il a été élargi depuis le 1er janvier 2024. Avant, on n'était que sur la perte d'un conjoint, le déménagement et le placement d'un conjoint en établissement. Aujourd'hui, on est sur la perte du conjoint ou d'un proche aidant, l'entrée du conjoint ou du proche aidant en établissement, l'hospitalisation du conjoint ou du proche aidant, divorce, séparation, déménagement et perte ou éloignement de l'aidant non professionnel. On voit qu'on a énormément ouvert le spectre de ce dispositif. Donc, on est toujours de toute façon sur les mêmes critères d'éligibilité, relevé du régime général, titre principal et 55 ans et plus, de ne pas bénéficier d'une autre aide légale, d'être autonome GIR 5, GIR 6, et c'est de rencontrer en fait un événement de vie qui rompt en fait avec le quotidien et qui met en difficulté la personne dans sa vie quotidienne. Petit retour en arrière sur l'ADH, une question qui nous est posée par Anne Fessaï. Vous confirmez que la demande d'ADH ne sert pas à attendre l'instruction de l'APA? Ah, je confirme et j'affirme. Oui, on est effectivement, ça c'est une très bonne question et c'est vrai que j'avais pas forcément pensé à vous le dire. Oui, on ne se supplante pas à l'APA. Il faut éventuellement voir si la personne peut bénéficier d'une APA d'urgence, mais ce qui est vraiment important, et ça c'est vraiment la difficulté auprès en fait, comme on a une réactivité assez rapide, on a tendance à donner un accord à peu près sous 48 heures, ce qui est relativement très intéressant pour une personne qui aurait des besoins. Mais en fait, là où je vous rappelle, c'est que la personne, elle doit être autonome. On a énormément de dossiers pour lesquels on nous adresse des demandes ADH, alors que les personnes relèvent de l'APA, ou encore pire, elles décèdent dans la semaine qui suive la mise en place de l'ADH, enfin, la semaine qui suive son retour à domicile. Parce que pour la plupart, elles ne mettent jamais en place, ni dans le cadre de l'APA, ni dans le cadre d'un décès, les prestations. Donc, nous, aujourd'hui, vous voyez un peu le contexte actuel budgétaire, il est compliqué pour tous. Nous, là, aujourd'hui, on a mis des critères d'attribution sur les OSCAR, ce qui veut dire que si vous êtes amené à faire des demandes auprès des assurés, certains auront là actuellement un rejet pour pré-ciblage parce qu'on n'est plus en capacité. Il y a des gens qui n'ont pas coupé leur son. Parce qu'on est en difficulté pour pouvoir répondre à solliciter à toutes les demandes. On a de plus en plus de demandes. Donc c'est pour ça que c'est vraiment intéressant et que je vous le dis là vraiment clairement, on ne se substitue pas à l'APA. Il faut vraiment bien donner cette information à tout le monde parce qu'en fait, si, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est une aide extra-légale, du jour au lendemain, on nous dit maintenant, vous n'avez plus déjà toutes les sommes qu'on peut vous allouer et puis on peut très bien disparaître comme ce qui s'est passé pour le financement de l'APA. On n'est pas voué forcément à être, comme on n'est pas une aide légale, on
on n'a rien qui nous protège, on va dire, sur une éventualité de disparition. Et donc aujourd'hui, le but, c'est vraiment d'aider les personnes autonomes pour leur donner un coup de pouce, parce qu'on sait que 80 heures, c'est pas non plus un nombre important, mais en tout cas, on s'est donné comme objectif d'aider le plus de monde possible pour les aider à leur donner une impulsion pour leur permettre de rester le plus longtemps possible à leur domicile. Voilà, moi j'en ai terminé. Donc juste pour vous rappeler, si vous devez nous contacter, on a une adresse, une boîte mail générique qui s'appelle marseillepap, carsat, donc @carsatsudest.fr. Et si vous avez des questions particulières sur des cas particuliers ou des problématiques de dossiers en cours, pour des situations pour lesquelles vous vous posez des questions, vous avez mon adresse et puis celle de mon experte pour qui on pourra répondre à toutes vos interrogations. Et de vous rappeler aussi que voilà, les demandes, l'envoi des nouvelles demandes se fait uniquement par courrier ou par le téléservice et non plus par la boîte Marseille PAP. Si vous essayez de nous envoyer un dossier par ce biais, il sera, du coup, on vous expliquera qu'il faut passer par le téléservice ou par courrier. Un grand merci, Madame Ligonnet. Les aides exceptionnelles pour les aides financières. Les secours, oui, effectivement, j'en ai pas parlé et c'est quelque chose qui pourrait faire l'objet d'un point un peu plus important. Mais juste, si j'ai 2 minutes, alors un secours exceptionnel, c'est uniquement pour les personnes qui sont au seuil de pauvreté et pas au-dessus et qui ont en fait un motif en fait, alors ce qu'on dit nous exceptionnel, c'est-à-dire que il arrive qu'une fois en fait, et qui est en lien avec la toiture, enfin le toit, la maison, par rapport au logement. Donc la personne peut par exemple avoir eu une fuite d'eau et quand elle se rend compte que la facture arrive, elle n'est pas en capacité de la payer. Ça peut être le fait d'avoir une problématique de changement de chaudière. Alors on ne prend pas le financement de la chaudière, mais par contre ou l'électricité ou du gaz. Enfin, je sais qu'il y a eu une fois, le propriétaire avait changé, était passé du gaz à l'électricité et en fait la personne du coup s'en était pas rendu compte, mais avait une consommation très importante. Donc en fait c'est des situations de veuvage, de déménagement, des personnes qui déménagent et qui peuvent pas gérer les frais en lien avec cet événement. C'est des personnes qui ont des punaises de lit où il faut justement nettoyer, faire des gros travaux de nettoyage, mais toujours elles sont au seuil de pauvreté et c'est quelque chose qui leur arrive une fois en fait c'est un événement de vie qui est exceptionnel. Et donc pour toutes ces raisons, ces personnes peuvent bénéficier en fait d'un secours avec une évaluation à domicile pour du repérage sur éventuellement des besoins autres qu'un secours. Ça peut être aussi la mise en place d'un Oscar. Et donc il y a une évaluation qui est faite dans tous les cas à domicile. Voilà, c'est juste surtout le seuil de pauvreté parce qu'on a beaucoup de personnes qui nous disent que il y a des besoins, en tout cas, ils nous envoient des dossiers. Pour autant, juste pour vous dire, une personne qui passe à la retraite, c'est pas un événement exceptionnel. Une personne qui ne peut plus payer parce qu'elle a des difficultés suite à l'inflation, ça c'est aussi un événement qui n'est pas qui est structurel en fait et donc sur lequel on va pas pouvoir forcément avoir une mainmise dessus. Donc il y a pas mal effectivement de motifs qui ne rentrent pas dans notre mission. Voilà. Un grand merci pour ce complément d'information. On a légèrement débordé du coup cette fois-ci. Donc merci aux personnes qui sont, voilà, à tous là d'être restés. On vous donne rendez-vous du coup pour le prochain rendez-vous pro qui aura lieu donc de manière régulière. C'est tous les derniers lundis du mois. Donc le prochain, ça sera le 26 mai et ça sera autour des services civiques santé solidarité. Voilà, parce que finalement chaque structure peut accueillir un service civique
civique. Donc, ça sera vraiment, au-delà de leur mission, c'est comment est-ce qu'on peut accueillir un service civique et dans quelles conditions. Voilà. Donc, encore grand merci. Et puis, donc, n'hésitez pas à revisionner le replay et à le partager également, voire à vous abonner. Si Paul Maurias avait été là, il aurait dit abonnez-vous. Donc, je relaye son discours. Et merci encore, Madame Ligonnet, pour la pertinence des propos et pour votre présence.